Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, j'ai toujours le Covid et une voix claquée, mais ça va aller. Aujourd'hui j'ai un invité d'honneur, fraîchement pensionnaire du MMA Factory. Je suis très heureux de faire connaissance avec monsieur Shamsudinov Baïsangour, a.k.a. Baki. Sois le bienvenu Baïsangour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, dis-moi si je me trompe. Tu es né en 2001 à Urus-Martan, en Tchétchénie, et tu es parti avant d'avoir 1 an. Ta famille a essayé d'offrir un meilleur avenir à toi et tes 3 frères en quittant le pays. Et à 4 ans, vous arrivez en France. Malgré que vous ayez fui Exactement un, ça. un pays... Ah bah super. Malgré que vous ayez fui un pays en guerre, tu as dû passer par des étapes difficiles, j'imagine. Est-ce que malgré ça, tu as eu une enfance heureuse? Ben, en vrai, mes souvenirs de mon enfance, ils sont vraiment cool. Franchement, j'aime bien. C'était la belle époque, je dirais. Ouais, c'était une enfance vraiment heureuse. C'était le bon vieux temps, quoi. Hum, c'est cool. La Tchétchénie, je m'en souviens pas trop. Je suis parti avant mes 1 an. Hum, Mais après, tu sais, on a habité en Allemagne aussi. mhm. Après, on est arrivé à Strasbourg. Et franchement, toute cette époque-là, je m'en rappelle et c'était vraiment bien. Je m'en rappelle, c'était cool. D'accord. Je précise que, pour les auditeurs, que en off, je t'ai demandé si on pouvait aborder ta vie personnelle avant de poser ce genre de questions. Et tu m'as dit oui, donc c'est cool. Ouais, pas de Euh, problème. la minute culture. Ton prénom va être Baïsangour de Benoï, le commandant guerrier tchétchène, puis l'imam de Tchétchénie, qui combattait pour la liberté de son peuple. Il a continué à se battre avec un œil, un bras et une jambe suite à une bataille contre l'envahisseur russe. Il a participé à la guerre de Caucase de 1817 à 1864. Il se surnommait Tash Adam. En tchétchène, ça signifie l'homme de pierre. Il a été emprisonné et tué à Kazavayourt. C'est la ville où est né un certain Nassourdine Imavov. J'imagine que c'est très inspirant tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, franchement, Baysangour Binoyovski, c'est comme ça qu'on l'appelle, tu vois. D'accord, Comment dire, en Tchétchénie, c'est le héros là-bas, tu vois. Tout le monde le connaît. C'est un peu l'idéal tchétchène. Ça veut dire, le mec, il pense qu'à la guerre, tu sais, il est courageux. C'est comme ça que tout Tchétchène devrait être, tu vois. En tout cas, d'accord. c'est comme ça que tout Tchétchène aimerait être, tu vois. Tu veux dire qu'il a les valeurs, il véhicule les valeurs que Exactement. tout Tchétchène a envie de porter en soi, quoi. Exactement. Défendre son Si tu pays. voudrais si tu voudrais voir comment un vrai Tchétchène devrait être, bah, tu regardes cet homme et voilà. C'est pour ça qu'on dit l'idéal tchétchène, tu vois. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la vie? Ben moi, déjà moi, depuis petit, en fait, je dirais que j'ai grandi dans ça. Genre, je sais pas pourquoi, aussi loin que je remonte dans ma tête, je me rappelle qu'il y avait toujours un délire avec se battre contre quelqu'un, tu vois. Il y a toujours eu ça. D'accord. Et donc, c'est naturel, en fait. Pour moi, c'était logique, même depuis petit. Même si je savais pas que c'était encore avec le MMA, etc., et que ce serait par là. J'en étais sûr, en fait, qu'il y aurait un délire où je devrais me battre avec des gens. Et du coup, ben, le MMA, ça me va très bien. Et donc voilà, je suis payé pour me battre avec des gens, donc tout va bien, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie avant de signer pro? Alors, déjà, moi, j'ai commencé le judo à 5 6 ans. Je crois que c'était quand je venais d'avoir 6 ans. Du coup, voilà, j'étais au CP ici en France. Ils nous ont donné des petites feuilles à l'école pour nous proposer d'aller au judo, tu vois. Donc, je suis allé avec mon père et tout. Et du coup, en fait, je suis resté chaque année, j'y allais et j'ai fait au final 11 ans de judo, tu vois. Ok, Après ces 11 ans de judo, j'ai eu ma ceinture noire. Mais j'avais que 16 ans, ça veut dire que j'ai pas eu le temps de faire des grosses compétitions d'adultes, tu vois. C'était surtout des petites ouais. compétitions d'enfants. Et j'avais des bons résultats, tu vois. J'avais gagné des championnats en Belgique où il y avait des gens de toute la planète qui venaient. Mais bon, ça reste des jeunes, tu vois. Mhm. Donc voilà, j'ai fait du judo jusqu'à mes 16 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Mais disons que vers 14 ans, 13 14 ans, je savais déjà que je voudrais faire du MMA, tu vois. Je le Ouais, savais. Je le savais là. Et à partir de là, déjà, le judo, je le faisais plus pareil. Je le faisais d'une autre manière. Je le faisais pour qu'est-ce qui pourrait m'être utile dans le MMA, tu vois. d'accord, je comprends. T'as adapté déjà les trucs, les meilleurs trucs à prendre, Exactement. à garder Exactement. seulement ce qui pourrait te servir plus tard pour ta carrière, quoi. Ah, c'est cool. Exactement. D'accord. Et du coup, après, vers 16 ans,
je voulais commencer le MMA, mais bon, il n'y avait pas de MMA près de chez moi, tu vois. Donc Mhm, j'étais dans un club de pied-point. mhm. Mais sauf que c'était un club de pied-point où ils me laissaient un peu faire ce que je veux. Du coup, à la fin du cours, parfois, on faisait des petits matchs de MMA et tout. Et en fait, à cette époque-là, mon père, il me prenait pas au sérieux, tu vois. Ça veut dire, il me disait que, il savait que j'étais un bon sportif, mais sans plus. Et un jour, du coup, il est venu me voir au pied-point. En fait, il m'a emmené, tu vois, parce qu'il y avait personne pour m'emmener ce jour-là. Il m'a emmené. Et après l'entraînement, il m'a dit, il a vu qu'il y avait vraiment un truc à faire, tu vois. Et D'accord. du coup, il m'a emmené dans un club vraiment bien sérieux, adapté au MMA. Et du coup, on allait, c'était à 60 km, c'était en Allemagne, dans une ville qui s'appelle Offenbourg. Ouais, Et du coup, on a commencé là-bas, dans une salle qui s'appelait Mirko's Fight Gym. d'accord. Et là-bas, c'était c'était les premiers cours que je faisais de vrai MMA, tu vois. D'accord. Donc c'est là que tout Donc voilà. a... Quand ton père Et a après, commencé à te prendre au sérieux, euh, ça c'est... Il y a tout qui en a découlé, quoi. exactement. En fait, c'est quand Ah, c'est mon cool. père a commencé à me prendre au sérieux que ma carrière est devenue sérieuse, tu vois. Avant D'accord. ça, je faisais du MMA, je m'entraînais dehors, je faisais des petits combats dans des cities, avec des mecs qui étaient pas forts, tu vois. D'accord. Mais Ok, ok. on aimait ça, mais il n'y avait pas vraiment de plan de carrière, il n'y avait pas un truc pour être sûr que je vais monter, tu vois. Ah, c'est bien, hein. Tu mets des mots forts. La confiance de ton père, plan de carrière, tu sais, c'est... Tout ça, quand tu le raccordes, ça va créer quelque chose de fou, quoi. C'est bien. C'est exactement. Inch'Allah, Inch'Allah. Et ouais. Tu es retourné en Tchétchénie pour t'entraîner, notamment. Donc, est-ce que, avec ton regard d'adulte, euh, qu'est-ce que tu as ressenti une fois là-bas? Alors, moi, je suis retourné en Tchétchénie en 2020. Mhm. C'était, tu sais, il y a eu la deuxième vague du Covid. Ouais, Et en fait, moi, quand la première vague du Covid était finie, ça faisait déjà pas mal de mois que j'avais pas de combat. Du coup, j'étais impatient de combattre ici, tu vois. Et du coup, au moment où j'étais en train de me préparer à fond, ben, il y a eu la deuxième vague du Covid. Et là, mon père, de toute façon, il devait partir en Tchétchénie. Et du coup, il m'a emmené d'accord. avec lui, tu vois. Ok, stylé. Ouais, du coup, il y avait moi, mon père, ma mère, on est parti à quatre. Et du coup, je suis arrivé dans... J'ai rejoint une équipe là-bas, avec des combattants du ACA. Et je Ok. m'entraînais avec eux tout le temps. Pendant un mois, on a fait du non-stop tout le temps, tout le temps. Donc, Donc là, vas-y, tu veux que continue. je te dise un peu les différences avec ici? Ouais, bien sûr. Bah, ce que je pourrais dire, c'est que les Tchétchènes, en tout cas du côté Est là-bas, c'est surtout de la lutte. Ils sont beaucoup meilleurs en lutte qu'ici. Franchement, il faudrait que... Moi, je pense qu'en France, faudrait améliorer la lutte. Ouais, Parce que quelqu'un qui a pas fait de stage en Tchétchénie ou qui a pas vu tout ça, il peut vraiment se faire avoir bêtement alors que le niveau, il est pas, c'est même pas une grande différence, c'est juste que l'autre, il connaît la lutte et le cage ouais, je control, comprends. alors que toi, tu connais pas et tu peux perdre pour ça, tu vois. Ouais. Faut que tu proposes un business de stage de lutte en Tchétchénie. Ouais, peut-être, hein, Ça pourrait peut-être. marcher. Je parle bien français, je parle bien tchétchène. Carrément. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Ouais, je te le souhaite. Merci. Et tu m'as répondu sans me répondre, dans le sens où tu m'as donné des détails sur comment tu as amélioré ton esprit sportif en allant là-bas, ton regard sur le sport notamment. Mais en tant qu'adulte, je veux dire, ma question c'était plus, une fois que tu sais, t'as plus ce regard d'enfant maintenant, tu vois, t'es un adulte, Ouais. et quand je te demandais ce que tu as ressenti une fois là-bas, c'est par rapport, c'est peut-être à ton sang, à ta famille, tu vois ce que je veux dire? À ce que ça touche à Ah, l'intérieur. ouais. Bah, en vrai, quand je suis retourné là-bas, bah, je me sentais vraiment. Je savais que je venais de là, tu vois. J'ai l'impression que tous D'accord. les Tchétchènes, c'est mes frères. En plus, nous, on est un peuple solidaire, tu vois, donc ça renforce encore plus cette fraternité. C'est Et fort. quand je les voyais tous là, tourner ensemble, franchement, ça me faisait plaisir de fou. Franchement, ça me D'accord. faisait plaisir vraiment de fou. Tu t'es senti accueilli direct comme si t'étais jamais parti? Ouais, clairement, clairement, Ah, bah, clairement. c'est cool. Bah, on va parler un peu de MMA maintenant. Je suis content qu'on ait pu parler un petit peu de ta personnalité. On va parler un peu de MMA. D'accord? En pro, tu es à 3-0 et au total 5-0, avec 2 finishes Ouais. et une décision. Tu as bientôt un combat à Arès,
puisque tu viens de signer ton contrat. Tu peux nous expliquer comment ça s'est fait? Ok, bah pas de problème. Mais déjà, est-ce que je peux juste revenir sur le palmarès ou... Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi, tu vois, en fait, moi j'ai mis partout sur mes réseaux que j'ai 5-0, tu vois. Mais si j'avais que 3-0 en pro, j'aurais mis 3-0. Mais je mets quand même 5-0 parce qu'en fait, il faut savoir que moi, normalement, j'ai 5-0. En fait, j'ai fait mon premier combat. C'était censé être un combat amateur, tu vois. Ouais, Sauf que la veille, on m'a changé l'adversaire et on m'a mis un combat pro, en fait, tout simplement. ah, d'accord, J'ai ga- j'ai gagné ce combat-là. Et du coup, il a été noté pro sur Sherdog, tu vois. d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, bon, vas-y, maintenant, tant pis, je suis pro. Et du coup, Ouais, je fais deux combats pro que je gagne aussi. Et sauf que là, on me le note en amateur. d'accord. Et du coup, ils sont pas censés être, ils sont pas censés être amateurs, tu vois, ces deux combats-là. Et Mhm. en plus, ils étaient même plus difficiles que le premier combat pro que j'ai fait, tu vois. Et donc, D'accord. je pense que c'est l'organisation qui a fait un peu n'importe quoi à ce moment-là. Mais j'espère dans le futur, je pourrais régler ça et me remettre mes deux combats qu'on m'a pas mis, tout simplement. Ouais, ça compte, ouais. Ouais, D'accord. voilà. Bah, c'est cool d'être revenu là-dessus. D'accord. Ouais. Et du coup, Donc, maintenant, je réponds à ta question ouais, ma pour question pour c'était la reste. comment t'en es arrivé, comment ça s'est fait, cette signature? Ouais. Alors, faut savoir que moi, j'ai gagné mon combat au 100% fight, le dernier. Ouais, Et ça m'a fait monter sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, je voulais enchaîner encore. Sauf que là, à partir de maintenant, je sais pas pourquoi, mais on trouve vraiment pas de combat. Ça veut dire, chaque fois qu'on en trouve un, l'autre il finit par annuler. Ou alors l'organisation elle peut pas, etc. Mais vraiment, on trouve pas de combat, tu vois. On veut combattre, mais on trouve pas de combat. d'accord. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, pas de combat. Avec mon père, on est monté ici à Paris. Donc, et là, à la MMA Factory, ben, je me fais entraîner. À la deuxième séance, Fernand Lopez, il m'a demandé si c'était quoi mes projets, etc. Je lui ai expliqué mes projets. Et alors, il m'a direct dit, vas-y, let's go, Ares 20 mai, quoi. Et moi, j'ai dit, ouais, je suis chaud. D'accord. Donc le Donc combat voilà. prévu le 20 mai à Arès. Il y a pas longtemps, j'ai vu que tu n'avais pas le nom de ton adversaire. Est-ce que ça a changé? Tu as le nom? Euh, non, j'ai toujours pas de nom. J'ai toujours pas de nom. D'accord. Est-ce que ça te stresse de pas avoir le nom, le style du mec? Non, 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 ça me tranquille. stresse pas du tout. Tranquille, D'accord. tranquille. Même si on me le donne la veille, tranquille. D'accord. Tu te sens comment à l'approche d'un combat où tu vas être très exposé? Tu veux dire à l'approche juste avant ou Ben, plusieurs semaines là, ça avant? va être un combat où tu vas. Enfin, c'est l'UFC Fight Pass. Tu vas être vachement Ouais, exposé, tu vois. Tu vas être un petit peu attendu même par les mecs qui te suivent et tout. c'est vrai. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est comme d'habitude, hein, je me dis, voilà, combat, je vais combattre, quoi. Franchement, pas de stress, y a rien. Ouais. Je t'ai T'es dit, depuis imperméable petit, avec tout ça? c'est en moi. Je t'ai dit, ouais, depuis petit, c'est en moi, j'ai pas besoin de, c'est pas un truc non naturel pour moi de rentrer dans la cage et de me battre, tu vois. D'accord. On a vu que. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve Fernand Lopez, il donne des match-ups qui sont pas forcément avantageux avec ces gars. Au contraire, il a pas mal de ses poulains qui ont perdu à Arès. Il prend des risques. Il a pas peur de ça. La concurrence est forte. Je voulais savoir, par rapport à ça, c'est ta team de Sarrebourg qui va te coacher, qui va t'accompagner, ou il y a un truc un peu nouveau de prévu? Non, normalement, ce sera ma team de Sarrebourg qui va me coacher. Après, D'accord. peut-être il y aura un mec ou un mec ou deux du MMA Factory qui va s'ajouter en plus. Mais normalement, enfin, moi, dans tous les cas, il y a ma team de Strasbourg, de Sarrebourg qui est avec moi, tu vois. D'accord. Tu continues à faire les Ouais. allers-retours un petit peu là-bas, ou t'es vraiment à Paris maintenant? Euh, Bah, là, je suis à Paris, mais là, je vais rentrer ce vendredi. Parce Ouais. qu'en fait, je vais rentrer pour le mois de Ramadan, tu vois. D'accord. Et après le mois de Ramadan, je reviens ici à Paris. Et en même temps, ça me préparera pour le Harès quand je serai déjà à Paris, tu vois. Ouais. Ok. Ben, bon Ouais. Ramadan alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu que tu t'entraînais un petit peu avec des super gars hein, du MMA en France. Saladin Parnasse, Ramzan Jembiev ou Nassourdine Imavov. Il y a une belle cohésion entre vous. Vous êtes le nouveau visage du MMA en France hein, aujourd'hui. Il y a cette espèce de succès avec les réseaux sociaux. Certains sont déjà des grands champions. Il y en a qui sont à l'UFC. Là, il y a Ares, Fernand Lopez. Comment tu gères ce côté-là? Comment tu gardes tes distances avec tout ça? Euh, Bah ouais, c'est vrai que là, on commence à monter sur les réseaux sociaux.
Ouais. Moi c'est depuis peu, hein, ça veut dire, c'est pas comme Saladin, Ramzan, etc. Eux, ça fait quand même plusieurs années, je crois, qu'ils sont très hauts dans les réseaux sociaux, surtout Ramzan, Mm. surtout Saladin aussi. Mm. Mais moi, c'est que là depuis peu, et en vrai, moi, ça change pas grand-chose. C'est pareil. Quand je les vois en vrai, Saladin, Ramzan, et comme mes potes en vrai, tu vois, y a pas de ouais, il a plus d'abonnés. Non, non, y a rien, tu vois, c'est normal. Mm. Non, mais des fois, tu sais, ça peut mettre un peu de peur ou de stress d'être trop sollicité ou trop sur le devant de la scène quand on n'a pas l'habitude, quand c'est nouveau, tu vois ce que je veux dire? Ça va, t'es tranquille avec Ouais, ça? non, ouais, ça va, je suis tranquille, franchement. Ok, Pas de problème à ce niveau pour moi. d'accord. Après le grand test français, l'Allemagne, le 100% fight, maintenant bah, t'es entre guillemets au MMA Factory, parce que j'ai bien compris, tu fais encore la transition avec Sarrebourg. Qu'est-ce que tu retiens Ouais. de toutes ces expériences sportivement et humainement? Moi, je trouve que humainement, franchement, le MMA, ça te fait des bons amis parce que les sparring, etc., c'est un échange qui est vraiment particulier, tu vois. Quand tu fais des sparring avec quelqu'un et que t'en ressors et que vous sentez que tous les deux vous avez progressé, ça crée vraiment des liens. Et franchement, et ça, je l'ai ressenti dans tous les clubs que je suis allé, tu vois. Que ce D'accord. soit en Allemagne, à Sarrebourg, ici même au MMA Factory, peu importe avec qui tu tournes, quand vous sentez que vous avez tous les deux progressé et que ce sparring vous a été utile, ça crée vraiment des bons liens, tu vois. Ouais, je comprends. Et sinon, Ok. sportivement, je dirais que quand j'ai commencé, ce qui est bien, c'est que en fait, moi, j'ai tout de suite eu comment dire, j'ai tout de suite ressenti la véracité du combat. Je sais c'est comment maintenant, tu vois. Ça veut dire dès que Ouais, je suis arrivé à Offenbourg, en fait, c'était un club où ils étaient basés à fond sur le sparring lourd. Ils avaient pas de sparring léger. Il n'y a pas de sparring léger, tu vois, là-bas. d'accord. Et du coup, en fait, j'ai directement été mis dans le bain. Alors que il y en a, ils commencent avec des sparring légers, etc. Et après, ils sont un peu choqués quand c'est des sparring lourds et ils sont encore plus choqués quand c'est le combat. Là, moi, directement, j'ai eu le truc maximum, tu vois. On faisait des 10 rounds de sparring lourd. Et du coup, maintenant, même quand je repasse en sparring léger pour progresser, ben, ce qui est bien, c'est que je peux progresser avec le sparring léger et continuer de ressentir les trucs ressentir les sensations du combat avec les sparring lourds. Et dans les deux cas, y a rien qui me dérange, tu vois. D'accord. Donc voilà. En fait, tout ça, ça t'a permis de t'adapter à toutes les situations en entraînement et à venir en combat, Exactement. quoi. D'accord. Exactement. Quand t'es à Paris, au MMA Factory, c'est Fernand Lopez qui s'occupe directement de toi? Alors, Fernand Lopez, il y a beaucoup de monde, tu vois, il y a beaucoup de monde au MMA Factory, donc il peut pas Ouais. s'occuper d'une personne particulièrement. Mais les cours du lundi jeudi, c'est Fernand Lopez qui est là. Mhm. Et ouais, il vient souvent me parler, il vient souvent me corriger, etc., me dire quoi faire dans quelle situation, qu'est-ce que je devrais faire plus, qu'est-ce que je devrais faire moins, etc. Donc ouais, c'est un très bon coach, Fernand Lopez. Parfois, il me contacte aussi pour tourner avec Nassourdine. Tu vois, par Ouais. exemple, là, après, là, à 16h aujourd'hui, je vais tourner avec Nassourdine. On va travailler les transitions un petit peu, le grappling, etc. Tu vois. Ouais. T'es le bon profil pour ça. Ouais, Ah bah ouais, c'est bien. Faut préparer son combat aussi, quoi. exactement. Dans la vie de tous les jours, je t'ai entendu dire que tu pouvais atteindre les 85-86 kilos. Toi, tu combats en 77 kilos en welterweight. Comment ça se passe ton Ouais. cutting? Donc, en fait, faut se dire que 85-86 kilos, c'est le poids que j'atteins directement après le cutting. Ça veut dire le jour où je combats dans la cage, c'est mon poids en fait. 85-86 kilos. Ouais, Mais sinon, dans la vie de tous les jours, vraiment, quand un combat il est loin, je peux même être plus haut, tu vois. Ça peut arriver que je sois à 87 à 88 kilos. d'accord. Donc, pour redescendre à 77, euh, quand le combat est annoncé, ça veut dire que j'ai 2 mois, je vais commencer un régime en fait. Régime Ok. plus les entraînements qui sont. Moi, de toute façon, je m'entraîne dur toute l'année. Donc, tous les entraînements qui sont là, plus le régime, tout de suite, ça va me faire perdre du poids, tu vois. Ouais. Et donc, moi, mon but, faut que je sois à 84 kilos une semaine avant. Ça veut dire que si je 84 sais que je suis kilos? à 4... ouais, si je sais que je suis à 84 kilos à une semaine de la pesée, je sais que je serai au poids. Ah ouais. Donc tu Et t'enlèves après, 7 kilos en une semaine, 1 kilo par jour.
Ouais, enfin, pas vraiment 1 kilo par jour, mais ouais, je perds 7 kilos en une semaine, ouais. D'accord, En fait, d'accord, d'accord. les premiers jours, tu perds pas vraiment 1 kilo, et les Ouais, derniers jours, tu perds même plusieurs kilos, en fait. d'accord. Ça s'est toujours bien passé? Ouais, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé, ouais. D'accord. Et t'es à l'aise avec ça ou tu te vois monter un peu plus tard? Non, en vrai, je suis à l'aise avec ça. Mais bon, bien sûr, faut que je continue de me former, faut que je continue d'apprendre. Faudrait aussi que je sois un peu plus investi dans les repas que je fais. Ça pourrait me faciliter la tâche, tu vois. Si tu manges des trucs bons alors que t'es en train de cuter, ben, ça fait du bien au moral. Alors que moi, parfois, je fais des dingueries, tu vois. Ça veut dire, la nourriture, elle a aucun goût. Mais bon, tu te dis, t'as pas le choix et tout. Mais tu pourrais vraiment rendre ça facile, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Ben ça va sûrement se mettre en place. Plus ça va se professionnaliser et plus tu mettras ça en place. J'imagine ça se fera naturellement en fait. Exactement, exactement. En Ouais, plus, je pense que. J'ai mon préparateur physique qui se forme à fond là-dedans. Ah Donc, d'accord, je suis bien entouré. Je suis bien entouré, tu vois. d'accord. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nabil. Il D'accord, est sur Instagram, Nabil Tekali, vous le trouvez facilement. d'accord. Alors je rappelle que mon invité, Shamsudinov Baysangour, sera dans l'Octogone à RS6 le 20 mai. On va passer un petit moment détente. Est-ce que tu as une anecdote amusante à nous raconter? Ok, bah vas-y, je vais vous te la raconter. Pour mon quatrième combat, c'était donc à la pesée. Tu vois, c'était aussi un 100% fight d'ailleurs. C'était pas le dernier, mais c'était celui d'avant du coup. Ouais. Et du coup, mon adversaire il est en retard. Il n'arrive pas et du coup, la cérémonie de pesée, elle commence pas vu qu'il est toujours pas là. Et du coup, il arrive bien en retard, je crois. Il est arrivé 20 minutes en retard, 25 minutes en retard. Et nous, on crevait la dalle, tu vois. On va se peser et on a faim. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il finit par arriver. Du coup, on fait le face-to-face et tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me dit au moment du face-to-face? Il me dit, euh, il me dit, ouais, franchement, si ça dépasse un round, chapeau, hein. Il me dit ça, quoi. Oh! Comme si ça allait se finir au premier round et qu'il allait me fumer, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et du coup, je dis ouais, c'est bon, ça marche, demain on verra. Je mange tranquille, etc. Et au final, demain, enfin le lendemain, du coup, je remporte la victoire, tu vois. Ouais. Sachant qu'il n'y avait pas de ground and pound, hein, ça veut dire, c'est allé à la décision, mais ça se serait fini au premier round si on avait le droit au ground and pound. Parce qu'en fait, du début à la fin, c'était une domination, tu vois. Il pouvait rien faire, il était au sol du début à la fin. Ouais. Et du coup, il me dit quoi à la fin quand il a perdu? Il me dit, ouais, les piqûres, ça y va, hein, il me dit. Ah ouais. Ouais, le mec, il pensait que je m'étais dopé et tout, mais bon. Ah, il t'a pris pour Bob Sap. Ouais, mais en Putain. fait, c'est parce que j'avais 18 ans, tu vois, à cette époque. Ouais. J'avais 18 ans, et du coup, t'as un peu d'acné, tu vois, j'avais un peu d'acné dans le dos vite fait. Hmm. Et du coup, il s'est dit, ouais, il a des boutons dans le dos, il est dopé, c'est sûr, etc. Donc, mais bon, voilà. Quelqu'un te dise que tu te dopes, ça veut dire que Ça veut dire qu'on a un t'es bon. niveau. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'on est censé pas être naturel, quoi. Ouais. C'est plutôt flatteur, on va dire. Ouais, mais bon, ouais, c'est flatteur, mais bon, après, si tout le monde pense que t'es dopé, ça, c'est moins flatteur, parce que du coup, ça t'enlève du mérite. Ouais. Faut pas que ça aille trop loin dans ce délire, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, me dire qu'est-ce que tu fais à côté du MMA, quelles sont tes passions? Alors moi, je fais rien du tout à côté du MMA. Ça veut dire le MMA, c'est mes seules activités. Ça veut dire je Ouais. m'entraîne deux fois par jour. Donc il n'y a pas de travail. L'école, j'ai fini. Et au niveau des passions, ben, en vrai, je dirais un peu comme tout le monde. Je regarde des animés, je joue aux jeux vidéo de temps en temps. Je m'instruis aussi, j'apprends beaucoup de choses sur le monde en général, tu vois. Ouais. J'aime bien l'astronomie aussi beaucoup. Ouais. Donc voilà. Et t'écoutes quoi et tu regardes quoi? Tu veux dire au niveau des animés et tout? Ouais, t'as dit t'écoutais des trucs et tu regardais des trucs? Ouais, alors au niveau des animés, moi j'aime bien les animés qui me motivent justement au MMA, tu vois. Donc t'as Baki, Kengan Ashura, t'en as plein, t'as One Punch Man, Dragon Ball Z. En ce moment, je regarde même One Piece. Donc Mhm. ça c'est motivant, tu vois. Et sinon, après, j'aime bien regarder aussi un peu ce qui se passe dans le monde en ce moment, tu vois. Parce qu'il y Ouais. a pas mal d'événements qui se passent en ce moment. Je regarde beaucoup, beaucoup ça aussi. Et sinon, Ouais. l'astronomie, ça, depuis petit, je sais pas pourquoi j'aime beaucoup l'astronomie. C'est ton Et truc? d'ailleurs, ouais, j'aime bien, franchement. J'aime bien le fait qu'il soit immense comme ça. Il y a beaucoup de trucs à savoir en plus dessus, tu vois. Je sais déjà pas mal de trucs dessus,
Mais chaque jour, je continue d'apprendre des trucs et franchement, j'aime beaucoup l'astronomie. D'accord. Peut-être une après-carrière? Peut-être. Non, parce Ah qu'en ouais? vrai, l'astronomie, faut y dédier sa vie, hein. Faut y dédier Ouais. sa vie. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux vraiment surprendre l'humanité avec ça, parce que moi, avec le MMA, je compte surprendre l'humanité, tu vois. Ouais. Si je veux vraiment surprendre l'humanité avec l'astronomie aussi, faut y dédier sa vie. De toute façon, si tu D'accord. veux, ouais, faut dédier sa vie, hein. Et justement, tu disais que tu comptes surprendre le monde. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, Ouais. dans 10 ans, j'aurai 30 ans. Ah, dans 30 ans, j'aimerais bien déjà avoir une ceinture de l'UFC, ouais. Au moins Ok. une. Au moins Ah une. ouais, au moins Si- une. Au moins une, ouais. Parce que Ah ouais, j'aimerais tu bien en rigoles avoir pas. deux. J'aimerais bien en Ouais, j'ai avoir entendu deux, mais il ça. faut voir. Peut-être si il y a 30 ans, peut-être que je serai en train de m'entraîner pour la deuxième, peut-être. On verra. D'accord. Et Ouais, après, c'est bien, t'as de l'ambition, écoute. Moi, je te le souhaite. j'ai aussi d'autres plans encore, mais bon, ça, pour l'instant, je peux pas trop en parler. Ouais, t'as d'autres plans, mais tu peux pas trop en parler. D'accord. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, je te tirerai pas les verres du nez avec ça. Tu parleras pas. Non, non, Même non, sous la torture, tu diras non, rien. non, je dirais rien, je dirais rien. D'accord, tranquille. Y a pas de problème. Peut-être une autre fois, quand tu auras avancé sur tes En fait, projets. j'en parlerai quand ça commencera, quand les gens vont Ouais. me prendre encore plus au sérieux, tu vois. Ok. Ok, je vois. Et je comprends très bien la démarche. Pas de souci. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant les dédicaces? Non, c'est bon. Tout est bon pour Ouais, moi. t'as tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Ok. Est-ce que tu as des dédicaces? À des personnes précises ou... À qui tu veux. Les dédicaces, c'est ton Ok. moment. Je dédicace déjà toute ma famille. Mon père, mes frères qui sont là depuis toujours derrière moi, tu vois. Tous mes frérots. Tous ceux avec qui j'ai grandi, etc. Avec tous mes potes de la vraie vie, même sur les réseaux. Je les dédicace aussi. Je dédicace aussi le Discord Force Solidaire. Là-bas, j'avais passé pas mal de temps à l'ancienne aussi beaucoup. Ok. Dédicace aussi à ma team de MMA All Dog Fight Team. Dédicace à mon ancienne team Mirkos Fight Gym. Dédicace à mon club de boxe anglaise Boxing Shilty Game. Et dédicace au MMA Factory où je m'entraîne en ce moment. Ouais. Voilà. Ok. Bah, dédicace à tout ce bon monde. Quant à moi, ce sont mes dédicaces maintenant. Dédicace à Allez. toi, Baki Baisangour. Je te souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir et que ta carrière soit longue et belle. Dédicace à ta Merci famille, beaucoup. dédicace à ton papa qui croit en toi. Dédicace à Ares, au MMA Factory, à Mister Fernand Lopez. Dédicace au NR Fight et à la Boxing Academy SSO qui ont fièrement représenté nos couleurs à la Battle Arena le week-end dernier. Dédicace au frère Prigent d'ailleurs. Dédicace à Hatch, au 100% Fight, à Nassourdine Imavov, Ramzan Jembiev et tous les frères. Dédicace aux auditeurs qui sont super cool. Longue vie à eux aussi. Voilà, MMA Club, c'est terminé. J'espère que ce podcast interview vous a plu. On se retrouve bientôt avec du contenu, des pronos, des interviews. N'oubliez pas d'aller balancer les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, liker les publications, c'est important pour que la page soit visible. Merci à tous d'avoir écouté. Au revoir. Comme d'habitude, vous n'allez pas y échapper. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.